Bonjour Joseph Gorgoni. Bonjour. Tout simplement, la seule question qui vaille par les temps compliqués que l'on connaît aujourd'hui, comment allez-vous ? Je vais plutôt bien, franchement, je suis assez chanceux, je crois, par rapport à cette période un petit peu... Moi j'ai eu de la chance, j'ai subi une opération assez importante. Il y a 2 mois et demi, en fait, j'ai eu un petit problème de poumon. Donc par rapport à ce qui m'est arrivé, je vais vraiment très bien, quoi. J'en parlerai pas beaucoup parce que je vais faire un spectacle là-dessus l'année prochaine. Mais j'ai dû annuler plein de choses cette année, donc tout le monde se demande pourquoi, machin, donc j'ai pas de problème à en parler. En fait, j'ai eu un problème, un truc qui s'appelle une fibrose idiopathique, voilà. Et on a dû me changer mes poumons. Ça paraît complètement fou, c'est Frankenstein. Donc voilà, j'ai subi cette opération il y a 2 mois et demi et je vais extrêmement bien et je suis extrêmement chanceux. Et du coup, voilà, j'en parlerai plus dans un spectacle qui j'espère sera rigolo. Parce que ce genre de choses, c'est tellement incroyable quand on subit ces choses-là. Et comme j'ai quand même une espèce d'esprit où j'ai envie de rigoler tout le temps, d'ailleurs je crois que c'est ça qui me sauve, mais plutôt que de subir, je me suis dit que voilà, j'ai eu de la chance aussi parce que les médecins et les infirmiers, tous ces gens-là sont vraiment des gens formidables, et puis j'ai une bonne constitution, et je redis encore une fois que j'ai de la chance. Mais dès qu'on prend un petit peu de recul, c'est quand même tout est prétexte, pas à rire, parce que voilà, mais en tout cas à essayer de faire en sorte que ce soit pas trop lourd et plutôt léger. Donc voilà. Enfin, j'ai commencé à écrire avec Pierre Naftul un spectacle qui aura lieu, j'espère, l'année prochaine, si la situation le permet. Mmh. Alors je le dis pour nos auditeurs, c'est de la radio, mais vous avez très bonne mine. Oui, c'est gentil, merci. Oui. Alors je prends un petit peu de cortisone, donc du coup ça me gonfle un peu, je ressemble un peu à un poisson-lune, mais... Mais effectivement, non, franchement, par rapport à ce que j'ai subi, je sais qu'il y a des gens qui ont plus de difficultés à se remettre. J'ai une bonne constitution et voilà, je savoure ma chance tous les jours. Mais depuis longtemps déjà, hein, j'ai toujours pensé que j'avais de la chance. Alors moi je savoure le fait de manger avec un poisson-lune pour le coup, c'est un peu courant. Vous êtes difficile à table, vous ? Il y a des choses que je ne mange pas, puis il y a des choses que je ne peux plus manger. Ah. Je ne peux pas manger des choses crues. D'accord. Mais sinon, non, ça va. En fait, je peux pas manger de fruits de mer et j'aime pas les abats, toutes ces choses-là. Je vais tenter le risotto à la truffe. Bon, risotto aussi. Allez hop, voilà. Ah oui, un potage. Oui, ça ira très bien. Est-ce que vous buvez quelque chose ? De l'eau, moi, c'est... De l'eau ? Ouais, l'alcool, c'est un peu... Ah non, de l'eau. Merci beaucoup. Merci. Monsieur, bonjour. Bonjour. Ça va ? Enchanté. Merci de nous accueillir. Avec grand plaisir. Mais... Je pense que monsieur est le chef. Monsieur quoi ? Monsieur est chef de cuisine. Moi, je suis comédien. Moi. Je pense que vous me confondez avec quelqu'un. En fait, moi, je fais Marie-Thérèse Porchet. Moi, je suis voilà. Oui, c'est pas pareil comme ça, évidemment. Ah, c'est chaud. Et Donc, vous avez vu combien de fois ? C'est beaucoup, je Une crois. fois de plus. Mais forcément. Mais différemment. Oui, c'est pas pareil. Là. En plus, avec les lunettes et tout. Non. Couper les cheveux. Mais non, j'ai toujours été comme ça. Hein. Sauf qu'il y a les lunettes. J'ai toujours été chauve, c'est 30 ans que je suis chauve. Ouais. L'épisode qu'on a vécu du patron d'établissement qui vous reconnaît pas, qui vous remet pas et qui est ravi de vous reconnaître finalement. Ça m'arrive souvent, de moins en moins quand même, parce que je me suis quand même beaucoup montré. Mais c'est vrai que là j'ai des grosses lunettes, je suis pas, heureusement pas comme Marie-Thérèse tout le temps. Mais c'est vrai que lui, il pensait que j'étais un grand chef de cuisine. C'est la première fois que ça m'arrive. On m'a déjà pris pour plein de choses, mais jamais pour un chef de cuisine. Bon, la cuisine, les fourneaux, ça Non, j'aime bien manger, j'aime bien faire à manger. Ouais. Mais je suis pas un grand spécialiste. Mais je crois que je fais bien la cuisine. Bon appétit. Santé. Je la bois, c'est plus simple. Santé à la soupe, c'est des réflexes d'alcoolique, ça, attention. C'est pas... Gorgoni, ça fleure bon l'Italie, le sud de l'Italie, me semble-t-il. Ouais, des pouilles. L'Italie, c'est aussi la gastronomie, l'aspect culinaire. Ça, c'était une donnée familiale importante ? Très, très. Mon père était très... La cuisine en Italie, manger, c'est quelque chose qui est très important. D'ailleurs, quand on part en Italie en voiture, on va sur l'autoroute, quand on s'arrête pour boire un café, le café est bon et quand on mange une pizza, elle est bonne. Vous allez n'importe où en France ou en Suisse, vous arrêtez de bouffer un truc sur les aires d'autoroute, c'est vraiment pas bon, quoi. Ouais, en Italie, on est rarement déçus. Non, c'est toujours bien, quoi. Et, j'y suis allé encore pour fêter mes nouveaux poumons. Je suis parti, on m'a dit qu'il fallait pas le faire, que c'était pas raisonnable. Je suis allé 4 jours à Florence en voiture.
C'était génial, il n'y avait personne. Alors ça, c'est le bon côté du confinement, c'est que Pourquoi vous l'avez fait? Parce que vous aviez besoin? j'avais envie d'aller en Italie, quoi. Mmh. J'avais envie de partir, j'avais pas envie de prendre le train. J'ai une voiture très confortable, j'ai dit allez, on se casse en Italie. Et j'ai mangé comme une truie. Alors vraiment, on a bouffé tous les jours, mais c'était tellement bon. Les restaurants, c'est à tomber. Ouais, non, là, tout est bon en Italie. Mais moi, mon père, il était très... C'est que des choses simples. Les pizzas, les pâtes, c'est des plats simples, quoi. Mais c'est les choses les plus simples qui sont les meilleures. Mhm. Donc il n'y a pas eu d'éducation culinaire formalisée en tant que telle dans la famille Non, bah, je regardais mon père faire, quoi. Mhm. Mais oui, je faisais les lasagnes avec lui, les choses comme ça. Mais c'est vrai que mon père était meilleur cuisinier que ma mère. C'était souvent lui, puis il aimait bien cuisiner. Donc Mhm. c'est vrai que les raviolis en boîte, moi, je l'ai pas connu quand j'étais petit. C'était des vrais raviolis, donc Mhm. ça change tout. Et aujourd'hui, c'est des vrais raviolis que vous faites? Ah oui. Ouais. Quand on... Attendez, il nous amène à manger. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je pense que les raviolis en boîte, c'est des trucs, c'est comme ça. Je pense que c'est des choses qui sont assez agréables. Ça rappelle l'enfance. Même moi, la première fois que j'en ai goûté des raviolis en boîte, c'était il n'y a pas longtemps. Et j'ai vraiment trouvé ça mais affreux. Mhm. J'ai été mal habitué, je dirais. Ou bien habitué. Ou bien habitué, ouais. Bon, bah, bon appétit. Alors nous avons un risotto aux truffes. Bon appétit. En parlant de la famille, pour le personnage de Marie-Thérèse Porcher, vous avez souvent fait référence à votre grand-mère. Oui. C'était quoi les similitudes, les traits? Ma grand-mère maternelle, parce que Maternelle. ma grand-père paternel, je ne l'ai pas connu. Bah, c'était ma grand-mère adorée. C'est-à-dire que j'ai encore une fois eu la chance d'avoir une grand-mère. Mais la vraie, c'était la grand-maman gâteau. Mais qui était très... Moi, elle me faisait beaucoup rire quand j'étais petit. Elle est morte, j'avais 18 ans, donc j'ai vraiment beaucoup profité d'elle. Mais elle était très... C'était pas Marie-Thérèse, mais elle était un peu... C'était un peu ces femmes qui sont battantes comme ça, qui sont toujours un peu de bonne humeur. Enfin, voilà, des espèces de volontaires qui a dû être, à mon avis, pour son époque, assez rigolote, Mhm. d'après ce qu'on m'a raconté. Et puis oui, elle m'a beaucoup inspiré parce que on adorait aller dormir chez elle les jeudis quand on avait congé à l'école. À l'époque, c'était le jeudi. Elle passait des heures au téléphone avec ses voisines, qui habitaient à 2 étages au-dessus. Quand je finissais pas ma viande, elle me disait tu finis pas ta viande, c'est dommage, une si bonne viande, ça vient d'elle, tout ça. C'est une attitude quoi, qui fait que ça, elle m'amusait beaucoup. Elle tombait tout le temps, elle avait toujours des trous assez collants aux genoux, et ça me faisait rire, quoi. Voilà. Mais c'était, j'aurais jamais, quand j'étais petit, je me disais pas un jour je Bien l'imiterais parce que c'est pas une imitation de ma grand-mère, mais c'est une des premières sources d'inspiration. Je l'observais beaucoup, puis elle était rigolote, quoi. Des fois un peu malgré elle, mais elle m'a beaucoup inspiré, comme ma tante en Italie, qui est décédée maintenant, qui elle aussi, c'est une espèce de personnage, une espèce de Louis de Funès, comme ça. Tout ça m'a nourri, quoi. Puis comme je suis observateur, je suis né comme ça, ça m'a beaucoup... Je faisais rire les gens quand j'étais petit en les imitant, puis maintenant, j'ai créé ce personnage, quoi. Ouais. L'observation, ça se caractérise comment? Enfin, n'importe où, on regarde, Ouais, on c'est très, comme une éponge. Bah, par exemple, typique, quand j'étais à l'hôpital, forcément, il y a plein d'infirmières qui viennent tout le temps. Au bout d'un moment, quand on les voit tous les jours, je repère des petits tics, des petites choses comme ça qui m'amusent. Mais moi, j'arrive à m'observer aussi. Et là, quand je suis dans un restaurant, je regarde les gens et souvent, on arrive à détecter un truc. On se dit, tiens, elle fait ça tout le temps. Et, du coup, ça me fait rire, quoi. Enfin, je sais pas. Mais j'ai toujours été comme ça. Hein. C'est pas, je me force pas à regarder les gens. Ça m'a toujours amusé. Les quelques gens de la scène avec qui j'ai eu le loisir de manger, pour la plupart, il y a eu un obstacle à surmonter, un handicap à dépasser. Est-ce que pour vous, ça a été le cas aussi? Alors moi, je l'ai jamais analysé comme ça. Je sais que depuis qu'on me demande ce que je veux faire plus tard, alors je disais pas acteur ou artiste, je disais chanteur, danseur. Enfin, j'ai toujours voulu qu'on me voie. Mais depuis toujours. Hein. Alors je sais pas à quoi c'est lié, il faudrait que je me fasse psychanalyser, mais j'ai pas eu de problème. J'ai pas manqué d'amour, il me semble, quand j'étais petit. Mais j'ai toujours eu ce besoin de me faire remarquer, quoi. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'au départ, j'ai toujours su que j'étais un peu différent dans le sens où j'étais pas comme tous les autres garçons, comme j'étais défini. Enfin, moi, je suis homosexuel depuis toujours. Je disais pas ça quand j'étais petit, mais c'est-à-dire que je jouais avec des filles, pas avec des garçons. Enfin, tout ça fait que forcément, j'étais peut-être un peu rejeté de la part de certains, et ça m'a renforcé dans le sens où je me suis dit, je vais faire en sorte que les gens puissent m'apprécier autrement.
Parce que j'ai relevé une citation, un entretien avec Thomas Wiesel, c'était dans Le Temps, Oui. où vous disiez « J'ai toujours eu l'habitude que les gens me détestent ». Et je trouve ça très fort comme phrase. J'ai dit ça, moi? Ah ouais. Alors ça a été Oui, retranscrit comme ça en tout cas. À l'école, j'étais pas détesté, mais j'étais par certains. Pas détesté, mais comme j'étais... Tu sais, les enfants, ils sont assez cruels. Hein. Bien sûr. Donc moi, jusqu'à ce que j'aille à l'école, j'étais très heureux. Et puis après, l'école, c'est vrai que l'école, c'est vraiment un moment de ma vie que j'ai détesté, alors, du début à la fin. J'étais pas scolaire du tout. J'avais pas de mauvais résultats, mais vraiment, j'aimais pas ça. Mais c'est aussi dû au fait que... Alors, le harcèlement n'était pas comme il est aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux et toutes ces choses-là. Mais je me faisais emmerder tout le temps, oui, forcément. Mais il me semblait que je faisais rien pour. Enfin, c'est ma personnalité qui fait que les autres garçons trouvaient ça ridicule, quoi. Donc, mais détester, c'est fort. Oui. Je devais être pas bien quand j'ai répondu à cette question, parce que j'ai pas eu le sentiment d'avoir été traumatisé, en tout cas. Ça m'a nourri, et puis ça m'a... Alors, la chance que j'ai, c'est que j'ai un esprit... Enfin, j'ai un caractère assez fort, du coup, j'ai pu me servir de ça pour en faire quelque chose de positif. Moi, j'avais de la chance d'avoir une famille aimante et j'étais pas... Voilà, puis surtout des amis, des copines surtout, qui sont toujours les mêmes aujourd'hui. Depuis que j'ai 10 ans, j'ai en tout cas deux filles avec qui j'étais très ami, qui sont toujours mes amies, quoi. Ah, peut-être je disais ça par rapport au métier. Parce que quand j'ai commencé Marie-Thérèse, c'était très... maintenant, ça a changé, évidemment, mais j'ai eu la chance d'avoir un succès populaire immédiat. Mais dans le milieu du théâtre, c'était très mal vu. C'était peut-être ça que je voulais dire. Mais détester, c'est violent. Je pense que je suis pas sûr d'avoir dit détester. Quand j'étais danseur, le milieu des danseurs était pas très gentil avec moi non plus, parce que j'étais doué. Donc forcément, quand je suis parti à Paris, j'ai fait des auditions, j'étais engagé tout de suite, alors que d'autres galéraient. Enfin, forcément, mais je pense que c'est pareil dans tous les métiers. Et puis surtout, moi, j'ai jamais... tous les gens qui ne m'ont pas aimé, quand je les croise maintenant, ils m'aiment bien, et puis je leur en veux pas, parce que c'est... Voilà, la roue tourne. On va pas utiliser notre énergie à être négatif. De votre formation de danseur, même si sur scène c'est très physique, il en reste quoi aujourd'hui du danseur? Pas grand-chose. Non, il en reste le physique, malgré les quelques kilos. Non, cela dit, là j'ai beaucoup maigri, je suis content. Mais... Non, il reste la rigueur, parce que la danse c'est un truc très rigoureux. Il reste la santé, parce que j'ai commencé à danser assez tard, mais j'ai commencé à 15 ans. Et quand on fait du sport à cet âge-là, forcément, ça maintient une espèce de stature. Et je suis en bonne santé aussi grâce à ça, je crois, parce que c'est extrêmement bon. Alors la danse, même si c'est complètement antinaturel, mais quand on est un garçon, c'est plus facile. J'ai développé des muscles que je garderai toute ma vie, je pense, grâce à ça. Pour le mental, c'est bon. Et puis c'est très curieux la danse, parce que moi j'en ai fait de manière intensive. Comme j'ai commencé tard et que j'étais doué, donc j'ai été pris en main par une maître de ballet qui me faisait travailler 7 à 8 heures par jour. J'ai été face à moi, à mon image pendant des heures. Et c'est très très curieux ça. Mais du coup, ça donne une espèce d'assurance que j'avais pas avant. La danse, ça m'a aidé pour tout. D'ailleurs, je pense que tout le monde devrait faire de la danse. On a parlé de la formation de danseur, me semble-t-il, l'apprentissage de vendeur en papeterie. Qu'est-ce qu'il en reste? Il en reste de mon apprentissage de vendeur en papeterie. Madeleine Montou, qui était mon modèle alors, pour Marie-Thérèse, vraiment. Qui était une dame vraiment extraordinaire, qui était ma chef de bureau. Un mélange entre ma grand-mère et plein de dames. Et elle, vraiment, j'ai passé beaucoup de temps avec elle parce que c'était ma chef. Elle était en face de moi pendant... J'ai bossé combien de temps chez eux? 5 ans dans ce bureau, je crois. Et elle me faisait tellement rire. Alors là, mais j'osais pas rire devant elle parce que elle était pas méchante du tout. C'est juste que après, quand j'ai commencé à avoir du succès et que j'ai parlé d'elle, j'étais content qu'elle m'en veuille pas parce que je me suis quand même beaucoup moqué d'elle. Mais elle avait beaucoup d'humour en fait. Alors elle, c'était Marie-Thérèse vraiment, quoi. Enfin, pas à 100%, mais je veux dire la voix, l'attitude. Elle m'a amusé beaucoup et du coup, elle m'a beaucoup inspiré. Et puis ce que ça m'a appris aussi, ce métier, c'est que, encore une fois, je me répète, je dis toujours ça, mais que j'ai la chance, je me rends compte tous les jours de la chance que j'ai de faire le métier que je fais, parce que j'ai adoré travailler chez Baume & Generet, c'était super, mais c'était super parce que dans ma tête, je savais que j'y resterais pas toute ma vie. Et donc je sais ce que c'est que de travailler comme tout le monde, et ça c'est bien, je crois. Quand on vit tout ce que j'ai vécu après avec Marie-Thérèse, le succès, une espèce de folie dingue, c'est quand même incroyable tout ce qui m'est arrivé avec ce personnage.
je pense que tout ce que j'ai vécu avant, d'avoir eu une vie normale, ça m'aide à rester sur Terre, quoi. Marie-Thérèse, elle a une durée de vie programmée dans votre tête? Non. Non. Marie-Thérèse, c'est un accident. Un bel accident. Quand on a fait Marie-Thérèse la première fois dans la revue genevoise, c'était un sketch. J'aurais jamais imaginé, 30 ans plus tard, me retrouver face à vous en train de manger une soupe à la carotte. Non, il n'y a pas de... Il y a plein de gens, mais depuis le début, on me demande si j'en ai pas marre. En fait, je m'amuse toujours. Alors là, le prochain spectacle, ce sera moi. Parce que par rapport à ce que j'ai vécu, je pense que c'est moi qui dois le raconter. Enfin, j'ai pas envie de laisser tomber Marie-Thérèse parce que vraiment, je m'amuse beaucoup à le faire. Et puis, je crois que les gens qui l'aiment bien, l'aiment bien. Enfin, je pense que tant que j'en aurai envie et que j'aurai des conneries dans ma tête à imaginer, on n'arrêtera pas. Il n'y a pas eu des périodes d'indigestion en disant c'est bon, j'arrête? Ah, si je vais être tout à fait honnête, oui. Quand j'ai joué à Paris la première fois, j'ai joué 18 mois tous les soirs. Ce serait mentir que de dire que les 2 derniers mois, j'en pouvais plus. Mais ça aurait été la même chose avec n'importe quel spectacle. Oui, probablement. Là, c'était la durée, la longueur. Il fallait juste que je m'arrête un temps et puis surtout faire autre chose. Encore une fois, si je vais être tout à fait honnête, quand je suis tombé malade, je me suis dit, c'est peut-être un signe. Il faut que je fasse autre chose. Et c'est vrai que pendant toute cette période, j'avais tellement peur aussi, j'avais plein d'autres choses dans la tête, je me suis dit, mais peut-être il faut que j'arrête de faire ça à mon âge, je suis ridicule, machin. Et puis dès que je suis allé mieux, j'imagine Marie-Thérèse dans plein de situations, et je me dis, non, j'ai toujours envie de faire de faire des conneries, quoi. Donc je pense que tant que j'en aurai envie et la santé pour le faire, je continuerai. C'est clair que là, l'idée de ce spectacle-là, qui va s'appeler Transplanté, je pense, ou je sais pas comment... Ça, c'est un truc, je pense qu'il y a 10 ans, j'aurais pas osé faire. Mais là, je pense que je me sens légitime. Comme j'ai fait mon spectacle de Azouk et que ça a eu vraiment un succès assez inespéré. Pas osé parce que l'intime? Oui, parce que j'ai toujours un peu de mal avec les gens qui racontent leur vie sur scène. Et c'est très à la mode en ce moment, le stand-up. Il y a des trucs très bien. Enfin, comme tout le temps, il y a aussi des trucs que, en tout cas, moi, j'aime pas du tout. Qui sont très impudiques. Alors, qui est-ce que vous n'aimez pas, par exemple? Ah non, ça je dis pas. Quand j'ai fait mon spectacle de Azouk, je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment des trucs à raconter? Puis la légitimité du truc, c'était les 20 ans de Marie-Thérèse. Je peux raconter ça à travers moi, et du coup, voilà. Mais c'est vrai que de venir sur scène, puis de dire, j'ai pris le métro, puis à côté de moi, enfin, ce genre de trucs, ça, moi, franchement, je m'en fous. Puis là, c'est vrai que ce qui m'est arrivé, là, dans ma santé, c'est tellement violent. Et quand je raconte tout ce qui m'est arrivé en détail à mes copains, tout ça, ils me disent tous, mais ça, il faut que tu le racontes. C'est tellement affreux, puis en même temps, j'ai, comme je vous disais tout à l'heure, cette espèce de recul qui fait que j'ai envie de rire de ça, et du coup, je pense que c'est légitime. Voilà. C'est plus facile pour moi de mettre un masque que de venir comme ça. Je vous posais la question de la durée de vie de Marie-Thérèse, mais en fait, c'est pas qu'à vous que je devrais poser la question. Parce que vous êtes 2 dans cette affaire. Ah, Marie-Thérèse? Ouais. Marie-Thérèse, elle est increvable. Vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme ça? Bon, je la vois un peu fatiguée. Mais il y a, de toute façon, Marie-Thérèse, quoi que je fasse dans n'importe quel spectacle que je ferai futur, elle sera toujours là. Parce que les gens, ils me connaissent comme ça. Les gens, ils m'appellent Marie-Thérèse dans la rue, quand ils me reconnaissent. Ils m'appellent pas Joseph. Mais c'est vrai qu'ici, à Genève, un peu plus, parce que voilà, je suis né ici, tout ça. Mais quand je me balade en Suisse, quand je fais CNI, les gens, dans la rue, ils me disent bonjour Marie-Thérèse. Un petit garçon un jour qui me regarde puis qui dit à son père, regarde, c'est la dame garçon. Je trouvais ça super mignon. Avec le temps, Marie-Thérèse, elle a évolué. Alors autant il y avait les similitudes avec votre grand-mère maternelle, entre autres. Avec le temps, il y a un petit côté Tati Daniel un peu, non? Elle devient de plus en plus méchante, Marie-Thérèse. Ouais, Affreux. C'est très rigolo à faire. Mais Marie-Thérèse, en fait, on se nourrit de ce qu'on invente dans ces spectacles pour inventer la suite. C'est-à-dire que Marie-Thérèse, au début, c'est une dame de gland qui raconte que son fils est gay. Elle devient célèbre, elle tombe amoureuse d'un Suisse allemand, elle fait la tournée du CNI, elle devient une star à la télé. Donc Marie-Thérèse, elle a la tête qui explose. Donc on se sert de ça et elle devient immonde, de plus en plus méchante. Et c'est très, très, très rigolo à écrire et à faire. Mais c'est vrai que le dernier spectacle, il y a un monsieur qui m'a attendu après puis qui m'a dit « Faites attention, Marie-Thérèse devient vraiment très méchante. » Il y a des gens que ça choque un peu, mais oui, on se sert de... Oui, c'est Tati Daniel. Alors Tati Daniel, c'est un film que j'adore, moi. Et cette part de méchanceté, c'est un peu de vous? Mais je crois pas. Alors franchement, je crois pas. Alors j'ai sans doute plein de défauts,
mais je crois pas être méchant. Alors, quel défaut vous avez? Je suis impatient, je suis de plus en plus impatient. Je suis très très impatient. Je suis... c'est difficile de dire ces défauts. Ouais. Ça va un peu mieux, mais j'avais beaucoup de mal à dire non. Et je m'en voulais beaucoup, alors... mais ça va, j'arrive à gérer ça mieux. Je crois que, alors sans vouloir être prétentieux, j'ai l'impression que je suis un garçon assez facile, dans le sens facile à vivre. Facile pas à vivre, facile, bien sûr. Enfin, après, ça vous enfin, regarde. plus. À mon âge, on n'est plus trop difficile. Mais non, je crois pas être très difficile à vivre. Mais j'ai quelques exigences que j'avais pas avant, mais ça, c'est avec l'âge aussi. Et puis encore une fois, quand on a du succès comme j'en ai eu, et que j'espère continuer à en avoir, on devient un petit peu plus exigeant pour plein de choses. Mais j'essaye toujours de faire attention, de ne pas péter un câble et de ne pas parler mal aux gens, par exemple. Ça, je crois que vraiment, je fais attention à ça. J'ai été assez envieux pendant un temps, plus jeune. De qui, de quoi? Des gens qui avaient du succès, mais comme un peu tout le monde. Mais comme après, j'en ai eu beaucoup, ça m'a beaucoup calmé. Quand j'étais jeune, j'étais envieux, puis des fois un peu jaloux. Et ça, c'est un sentiment qui m'a complètement lâché. Alors. Café, vous êtes amateur? Oui. La caféine, ça aide à tenir? Ça aide à rien, c'est juste bon. Ok, c'est une bonne réponse aussi. Enfin, j'espère, parce que des fois, le café... Et puis italien qui est plus est. Ah oui, le café en Italie, franchement. Ouais. Quand on est parti à Florence, je me réjouissais de me retrouver sur la place, je me souviens jamais de ce nom. Santo Spirito, c'est une place, si vous allez à Florence, faut aller là. Mhm. Et il y a un truc qui s'appelle la casalinga, où ils font un café, mais vraiment, le cappuccino, c'est le meilleur du monde. Et rien que pour ça, je pourrais partir maintenant en voiture pour aller boire un café, manger un cornet, tout ça, voilà. Ça, c'est bon. L'Italie, c'est un pays où vous pourriez vivre? Je crois pas. Parce que? Parce que c'est invivable, l'Italie. C'est super pour les vacances. Moi, j'ai une partie de ma famille qui vit dans les Pouilles. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Il n'y a rien. Enfin, alors si on est à Milan, ça va. Mais dès qu'on dépasse Rome, c'est vraiment le quart-monde. Non, c'est difficile. Je pourrais pas y vivre parce qu'il n'y a rien qui fonctionne. Mais c'est un pays extraordinaire. Ils ont tout. C'est un des plus beaux pays du monde. Mais c'est un bordel. Moi, je vois ma tante, elle est morte maintenant, mais il n'y avait rien. Pas d'AVS, il n'y a pas de bus. La police n'est pas là. Enfin, Alors évidemment, ça dépend des régions, mais il y a des régions qui sont vraiment abandonnées. Et ils ont la mode. Ils ont la mode. Ça vous parle? Quand même. Attends. Prada, Gucci, tout ça, c'est très beau. Ah oui, alors ça, c'est un truc qui me... Ça, c'est mon gros défaut. Ouais. Surtout pour mes finances. J'ai cru comprendre que vous étiez même dans les clients VIP de chez Prada, à être averti des nouveautés. Alors oui, ils m'appellent beaucoup pour me dire qu'ils ont reçu des choses. Pas plus tard qu'avant-hier d'ailleurs. Bon, c'est la mode et un peu le luxe. Il y a ce goût du luxe. J'aime beaucoup le luxe, oui. C'est péjoratif, le goût du luxe pour certains. Non, moi je trouve pas. Non, Je vis pas dans le luxe parce que j'en ai pas les moyens, mais si j'avais les moyens, je ne m'en priverais pas. Vautrerais dedans. Non, mais c'est-à-dire que quand je pars en vacances, mais encore une fois, je suis privilégié, parce que j'ai accès à toutes ces choses-là. C'est pas ma vie, parce que je pourrais pas vivre comme ça tout le temps. C'est absolument impossible. Mais je m'offre ça. Oui, ça c'est des choses. Alors quand je pars en vacances, je vais dans des beaux endroits, dans des beaux hôtels, parce que je peux me le permettre et que c'est de l'argent que j'ai gagné, que j'ai pas volé. Donc voilà. Mais c'est très agréable d'y aller, mais c'est assez agréable d'en sortir aussi. C'est-à-dire que le luxe, c'est comme le bonheur. C'est un peu con, mais c'est un truc qu'il faut partager. J'aurais aucun plaisir à aller passer une semaine dans un palace tout seul. Franchement, alors ça n'a... Oui, mais quand on s'achète une belle paire de chaussures, c'est pour soi. Oui, mais c'est aussi pour que les autres les voient. Et non, mais si, bien sûr. Enfin, se dire, waouh, tes pompes, elles sont belles. Ou alors, c'est vraiment ridicule. Enfin, je sais pas, mais ça provoque un truc. Mm-hmm. Mais c'est vrai que quand on les achète, c'est un... Mais ça, par exemple, les chaussures, je sais pas pourquoi. Ouais. J'ai autant de... Là, j'ai fait plein de rangements chez moi parce que j'avais le temps, mais c'est ridicule. En même temps, ça me fait rire, mais c'est ridicule. J'en ai, mais je sais pas combien de centaines. Il y en a que j'ai retrouvées, je me souvenais même pas avoir acheté, que j'ai jamais mises. Enfin, je sais pas d'où ça vient, c'est parce que j'ai jamais manqué de chaussures. Mais c'est un truc qui me... Bon, il y a des gens, c'est les voitures, moi c'est les chaussures, c'est moins cher. J'ai toujours aimé ça, mais même quand j'avais pas de sous, je passais ma vie dans les magasins à... La mode, quoi. La mode, c'est un truc, les défilés de mode, le milieu de la mode... Pas la mode... Enfin, moi, j'aime Gaultier, Westwood, Prada, voilà, des choses un peu
un peu original, quoi. Ça m'a toujours plu. Et Gauthier est venu me voir, il est venu voir mon spectacle. Alors là, c'était pour moi, c'est un génie, ce type-là. Donc oui, j'aime bien ça. Mais j'ai toujours aimé ça, et oui, le luxe, c'est bien d'y avoir accès. Il faut en sortir vite. Et de se rendre compte que c'est extraordinaire de pouvoir y avoir accès, mais que c'est pas la vie, quoi. Si on rabattait les cartes, qu'il n'y avait pas Marie-Thérèse Porcher, vous auriez aimé ou pu faire quoi d'autre? Rien. Merci, au revoir. Non, alors faire quoi d'autre que... Je dis, moi j'ai toujours rêvé faire du spectacle. Je me vois pas, mais je ne m'imagine pas une seconde faire autre chose. Vraiment, hein, c'est pas... Ouais. Qu'est-ce que je pourrais faire? Si j'avais eu les capacités mentales, il y a des choses physiques qui m'auraient intéressé. Pas du tout aller sur la Lune, mais travailler, étudier l'espace, toutes ces choses-là. Quand j'entends les gens parler de ça, ça me fascine. Peut-être ça m'aurait plu, mais je crois que vraiment le milieu, la futilité, je crois que c'est ce que je préfère en fait. Voilà. J'aime J'adore. les choses futiles. Soyons futiles. Non mais c'est vrai. Tout est tellement triste, sérieux. Et tout. Ça sert à quoi tout ça? Faut qu'on rigole, puis qu'on bouffe, puis qu'on s'achète des chaussures. Voilà. Merci Joseph Gorgoni. Mais c'est moi, merci pour ce... Merci pour le moment.